Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder deux cours concernant l'entraînement physique. Mais rappelons tout d'abord quelles sont les différentes catégories de sport. Nous distinguerons d'abord les disciplines cycliques, disciplines dans lesquelles le mouvement est répétitif, comme les courses à pied, le cyclisme, la natation, l'aviron. Parlons ensuite des disciplines force-vitesse, comme le saut, l'haltérophilie, les lancers, où l'effort est explosif. Rappelons aussi les disciplines où la coordination motrice est particulièrement primordiale, comme le plongeon, la gymnastique, la GRS, le patinage artistique, etc. N'oublions pas non plus les sports dits de confrontation, où les deux adversaires sont opposés l'un à l'autre, face à face. C'est vrai pour la boxe, la lutte, le judo, le tennis, l'escrime. Bien sûr, les sports d'équipe, le foot, le rugby, le basket, le handball, le water-polo. Et d'autres sports sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils comprennent plusieurs disciplines comme le décathlon, le pentathlon, le triathlon. Eh bien, vous voyez que pour toutes ces disciplines, il faudra mettre en œuvre des entraînements extrêmement précis, diversifiés, en fonction justement des disciplines concernées. Évidemment, quel est le but de l'entraînement? Eh bien, c'est la recherche de la performance. La recherche de la performance, c'est-à-dire, c'est la recherche de l'excellence. Et cette recherche d'excellence, c'est la raison d'être du monde sportif. Or, ne vous y trompez pas, cette préoccupation, elle concerne tous les sportifs. Depuis le simple jogger, qui va avoir l'œil rivé sur son chronomètre, parce qu'il va évaluer, il va tenter d'améliorer ses résultats personnels, et jusqu'aux sportifs de très haut niveau, dont les références, elles, se situent à l'échelon international. Alors, le concept de performance, il va varier évidemment en fonction de l'individu, mais aussi beaucoup en fonction de l'activité sportive considérée. Parmi les sports que nous avons vus, les performances sont mesurées de façon différente. Ça peut être du temps, ça va de la minute au centième de seconde. Les distances, c'est vrai pour le saut, c'est vrai pour le lancer. Le poids, c'est vrai pour l'haltérophilie. Mais elles peuvent être évaluées aussi. Ce sont des notes qui sont établies par un jury, comme la gymnastique. Elles ont alors un caractère beaucoup plus subjectif. Ça peut être aussi des performances qui sont comptabilisées, en points marqués. C'est vrai dans les sports d'équipe, mais c'est vrai aussi pour le tennis, c'est vrai aussi pour la boxe, peut-être pour le judo. En fait, le niveau de performance, il va dépendre, outre bien sûr les capacités naturelles de l'individu, c'est-à-dire notamment de son patrimoine génétique, de l'environnement qui comprend son mode de vie, l'hygiène de vie, la nutrition, son contexte socio-affectif, ses motivations, les conditions climatiques et atmosphériques, et puis bien sûr de l'entraînement physique auquel il est soumis. Alors l'entraînement a pour but évidemment d'améliorer chez un individu donné ses capacités fonctionnelles énergétiques et musculaires, ainsi que ses capacités mentales et son habileté motrice. C'est la plasticité humaine qui est une qualité particulière, qui est à la base même de l'amélioration des performances. Mais qu'est-ce que la plasticité de l'être vivant? Eh bien, la plasticité de l'être vivant, c'est justement la capacité de l'individu à s'adapter à l'environnement, à son environnement. Rappelons tout d'abord que la capacité plus ou moins grande, voire nulle, d'un gène ou d'une famille de gènes, cette capacité à s'exprimer,
est à la base de ce qu'on appelle la constitution d'un phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques qui identifient un organe ou un tissu ou une fonction. Par exemple, peuvent être différentes d'un individu à l'autre, le volume cardiaque, ou encore la nature des fibres musculaires qui composent un muscle donné, ou encore la capacité aérobie. Vous voyez donc que la notion de phénotype est une notion large. Eh bien, la plasticité représente la possibilité pour un organisme de faire évoluer les divers phénotypes dans le cadre d'une meilleure adaptation à l'environnement. En fait, si l'hérédité joue un rôle incontestable, l'environnement est très influent aussi pour la caractéristique de ces différents phénotypes. Et ce sont justement ces caractères phénotypiques qui peuvent évoluer en fonction des modifications de l'environnement, qui peuvent conduire à la réalisation d'une performance. Alors, c'est quoi l'environnement dans notre cas précis? Bien évidemment, c'est le mode de vie général, la nutrition des individus, comment ils s'alimentent, la motivation des sujets, le contexte socio-affectif dans lequel ils évoluent, et évidemment aussi bien sûr les conditions climatiques et atmosphériques qui sont autour du sujet au moment où il réalise son activité physique. Mais peut-être que le facteur le plus important, en tout cas celui qui nous intéresse le plus, c'est bien l'entraînement physique. Et c'est maintenant cet entraînement physique que l'on va aborder. L'entraînement physique est donc à la base même de la recherche de la performance. Eh bien, le développement des effets de l'entraînement rappelle beaucoup les étapes qui ont été décrites par Hans Selye du syndrome d'adaptation générale de l'organisme, avec ses deux premières phases, la phase initiale d'alerte et une phase dite secondaire d'adaptation. Pour Selye, l'agent stressant, quel qu'il soit, et l'exercice est un agent stressant, va jouer sur deux axes neuro-endocriniens majeurs par le biais de l'hypothalamus. Le premier passe évidemment par les centres orthosympathiques qui eux-mêmes vont mobiliser l'organisme en mettant en jeu sur le plan périphérique nerveux un intermédiaire chimique à la noradrénaline qui va jouer au niveau des organes cibles directement et indirectement par une action endocrinienne à partir de la médullo-surrénale qui va sécréter de l'adrénaline et qui va, elle, à son tour, agir de la même façon, mais avec des effets peut-être plus nuancés sur les organes cibles. L'adrénaline, en plus, joue un rôle non négligeable sur le métabolisme. Le deuxième axe endocrinien, neuro-endocrinien, passe à partir de l'hypothalamus vers l'hypophyse antérieure, qui elle-même va être à l'origine de la sécrétion d'ACTH, qui va agir au niveau de la cortico-surrénale, qui elle-même va sécréter le cortisol, ce cortisol qui va d'une part avoir une action métabolique importante et d'autre part entraîner une réduction des défenses immunitaires. Alors ça, ce sont les processus d'adaptation. En fait, comme je vous l'ai dit, la conséquence du stress qui est constitué par l'exercice, ou les exercices, qui vont composer la séance d'entraînement et le mode de répétition de ces exercices. Eh bien, ces exercices, en plus, doivent être le reflet fidèle de la nature des efforts réalisés. Si vous faites du vélo, vous n'allez pas forcément avoir un gros travail de bras comme pour la natation. Eh bien, ces processus d'adaptation ont été bien décrits par un
l'entraîneur russe célèbre des années 80, Platonov, qui disait que l'entraînement sportif moderne est caractérisé par une évaluation progressive des charges imposées au sujet. Ceci permet effectivement à chaque étape d'imposer à l'organisme des sollicitations qui sont proches des limites de ses possibilités fonctionnelles. Eh bien, ce sont ces conditions qui sont indispensables pour que soient stimulés de manière efficace les processus d'adaptation. Donc, répétons-le, la séance d'entraînement va représenter un stress. Ce stress va perturber l'équilibre homéostatique de l'organisme. Or, les capacités d'adaptation de l'organisme font qu'après quelques répétitions, le même stress n'a plus d'effet. Du coup, il faut accroître l'intensité de la contrainte pour pouvoir créer un nouveau équilibre auquel l'organisme va encore s'adapter. Et ceci ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'au moment où les capacités maximales d'adaptation de l'organisme sont atteintes. Alors, la sursollicitation des organes qui sont impliqués dans les exercices concernés dans la séance d'entraînement provoque au niveau de leur tissu cellulaire une synthèse protéique de type structurel ou encore de type enzymatique. Et cette modification aboutit à une augmentation de leur réserve fonctionnelle, c'est-à-dire de l'amplitude de leur réaction au stress-exercice. Très important, chaque séance d'entraînement doit être suivie d'une période de récupération. Cette récupération va être rapide. Il y a un retour à l'homéostasie. Et puis elle va être constructive. C'est-à-dire, on vient de le voir, il va y avoir des changements structurels et fonctionnels, un tout petit peu plus tardifs. Alors, au bout du compte, on observe une amélioration parallèle des grandes fonctions régulatrices, des systèmes de coordination motrice, mais aussi de l'adaptation mentale aux contraintes que représente l'entraînement. Cette adaptation, évidemment, elle est progressive, et comme on vient de le dire, elle atteint une limite propre à chaque individu, et cette limite va dépendre de son génotype. Donc l'entraînement va avoir pour objectif de jouer sur 3 facteurs, sur les capacités fonctionnelles de l'individu, sur ses capacités mentales et sur son habileté motrice. C'est la convergence de ces 3 facteurs, coordination motrice, mentale, capacité fonctionnelle, qui interagissent les uns avec les autres, qui sont à la base de la performance. Alors, voyons tout d'abord quels sont les principes généraux de l'entraînement physique. Eh bien, l'entraînement physique comprend une préparation générale qui a pour objectif l'amélioration de la condition physique et une préparation spécifique qui est basée sur des exercices qui sont analogues, bien sûr, à ceux du sport considéré. Eh bien, la condition physique, elle se caractérise, comme vous le savez, par plusieurs facteurs. D'abord, les capacités cardiovasculaires et pulmonaires, la maîtrise de l'équilibre pondéral, la souplesse articulaire et l'endurance et la force musculaire. Quant à la préparation spécifique, elle correspond au perfectionnement technique pour un sport donné. Alors, maintenant, examinons la façon dont est organisé un entraînement dans le courant de l'année. Alors, il est composé d'abord de macrocycles.
environ 2 à 3 chaque année. Chacun de ces macrocycles est lui-même composé de ce qu'on appelle des mésocycles. Alors ces mésocycles vont durer 3 à 6 semaines et on compte à peu près 2 mésocycles pour un macrocycle. Ces mésocycles eux-mêmes sont composés de microcycles qui, chacun d'entre eux, dure entre 4 et 10 jours, et chaque microcycle est composé d'un nombre variable de séances d'entraînement. Alors, le macrocycle s'articule autour d'un objectif, c'est-à-dire autour d'un programme de compétition. Et ces macrocycles vont comprendre une période de préparation générale ou spécifique, une période de pré-compétition, une période compétitive et une période transitoire dont le but est d'apporter un repos qui peut être un repos actif après la phase de compétition ou éventuellement du macrocycle précédent. Quant aux mésocycles, eux, ils sont composés, comme nous l'avons vu, de plusieurs microcycles. Leur durée varie de 3 à 6 semaines, mais surtout, ils vont assurer le développement d'une capacité, d'une qualité fonctionnelle particulière et propre au sport considéré. Chaque microcycle qui compose ces mésocycles vont comprendre plusieurs séances d'entraînement qui vont se répartir environ sur une dizaine de jours. Or, l'objectif principal de chacun de ces microcycles et des séances d'entraînement qui le composent vont dépendre du choix et de l'organisation des séances, évidemment, qui vont le composer. On distingue ainsi des microcycles graduels, des microcycles de choc, d'approche, des microcycles de récupération et aussi, enfin, des microcycles dits de compétition. Alors, venons-en maintenant à la séance d'entraînement elle-même. Eh bien, cette séance est composée d'une série d'exercices qui sont eux-mêmes entrecoupés de moments de repos. La nature des exercices qui composent cette séance d'entraînement est tout à fait déterminante dans l'orientation des processus d'adaptation. Alors, les objectifs des exercices de la séance d'entraînement vont varier en fonction, justement, des objectifs poursuivis par l'entraîneur. Il peut s'agir d'améliorer les capacités fonctionnelles métaboliques. Par exemple, on va tenter d'augmenter les capacités aérobies du sujet, ou au contraire, ses capacités anaérobies. Mais il peut aussi s'agir d'améliorer les caractéristiques physiologiques musculaires, accroître la force musculaire, la vitesse de contraction musculaire, l'endurance ou la souplesse articulaire et musculaire. N'oublions pas aussi les ressources mentales, accroître le niveau de coordination motrice, donc la technicité de l'individu, les processus cognitifs et la concentration, et la maîtrise des processus émotionnels. Enfin, ces exercices eux-mêmes peuvent avoir une plus ou moins grande analogie avec les exercices qui sont ceux de la compétition. L'entraînement peut aussi avoir des formes différentes au cours de la séance. Il peut s'agir de ce qu'on appelle un entraînement fractionné, qu'on appelle aussi l'intervalle training, qui consiste en une répétition d'efforts sur des distances et des intensités minutieusement programmées, et en même temps, ces efforts sont entrecoupés de temps de récupération qui sont en général égaux à la durée de l'exercice lui-même. Mais ça peut être aussi des exercices en continu, par exemple un footing prolongé, couru à des vitesses variables. Mais deux caractéristiques, quel que soit le mode d'entraînement, restent essentielles, c'est la caractéristique
intensité de l'effort et le volume de l'effort. À titre de rappel, je vous présente ce petit diagramme. Vous voyez des mésocycles, un macrocycle donc composé de, dans le cas précis, de 2 mésocycles. Chacun de ces mésocycles comprend lui-même, dans ce cas particulier, 3 microcycles, et chaque microcycle comprend un certain nombre de séances d'entraînement. Dans le cas précis, 3 séances d'entraînement par microcycle. Très globalement, on peut distinguer 2 modes d'entraînement qui correspondent à 2 types d'efforts bien particuliers. L'entraînement en endurance, qui a pour objectif d'augmenter les capacités oxydatives de l'individu, donc son métabolisme aérobie, si vous voulez. Il s'agit de sollicitation prolongée, sous-maximale, des muscles impliqués dans l'exercice. Essentiellement, cela concerne les efforts de longue durée. Et puis, l'entraînement en résistance, l'entraînement qui a pour objectif d'augmenter les capacités force-vitesse. Il s'agit de solliciter de façon phasique et maximale des muscles qui sont impliqués dans l'exercice, c'est-à-dire impliqués dans des efforts brefs et intenses. Résumons-nous, l'entraînement en endurance a pour objectif d'augmenter la puissance aérobie, la PMA, d'augmenter l'endurance aérobie et d'augmenter le rendement énergétique. Alors que les entraînements force-vitesse ont pour objectif d'augmenter la force et la puissance musculaire en s'appuyant sur une augmentation du métabolisme anaérobie. Bien sûr, et comme vous le savez, si certains sports correspondent bien à cette distinction, par exemple pour l'endurance, le course de fond, le cyclisme sur route, le ski de fond, etc. Et des sports de résistance comme le sprint, le saut, le lancer, l'haltérophilie. Eh bien, par contre, beaucoup de sports présentent des caractéristiques mixtes. Et oui, de nombreuses disciplines sont mixtes et font appel de façon plus ou moins prédominante à des capacités énergétiques aussi bien aérobie qu'anaérobie. Par exemple, les courses de demi-fond en athlétisme, c'est-à-dire de 800 ou 1500 mètres, ou encore du 200 et du 400 mètres en natation. La poursuite en cyclisme. C'est aussi le cas du tennis et de la plupart des sports d'équipe, où il s'agit de tenir le plus longtemps possible en conservant sa lucidité et ses qualités techniques, alors que vont intervenir de façon répétée et plus ou moins aléatoire des phases phasiques critiques d'accélération et de vitesse. Rappelez-vous ce petit graphique qui vous présente la vitesse de renouvellement de l'ATP mesurée en kilocalories par minute, c'est-à-dire la puissance développée par un sport, et le temps noté en abscisse. Eh bien, la courbe rouge représente le renouvellement de l'ATP par les sources ou les substrats énergétiques déjà présents dans le muscle, mais à faible concentration, c'est-à-dire l'ATP lui-même et la créatine phosphate. Mais très vite, ces ressources sont épuisées, et c'est effectivement lors des sports dits explosifs, comme le saut, le lancer, etc., où ces ressources sont particulièrement utilisées immédiatement à leur maximum. La courbe verte va vous représenter, au contraire,
le renouvellement de l'ATP, source principale évidemment de l'énergie, essentielle, à partir des métabolismes dits anaérobies lactiques, par le biais de la chaîne de la glycolyse, qui viennent du glycogène. Eh bien, vous voyez que cette courbe verte montre qu'il y a un petit délai pour que le maximum soit atteint d'efficacité dans le cadre du renouvellement de l'ATP, mais la durée d'utilisation de ce métabolisme est assez brève. Au bout d'une trentaine à quarantaine de secondes, ce mécanisme s'épuise. C'est typiquement le mécanisme principalement mis en jeu lors de courses comme par exemple le 200 ou et encore mieux le 400 mètres. Enfin, la courbe violette, elle, vous montre le débit de renouvellement de l'ATP par les processus oxydatifs, beaucoup plus longs à se mettre en route pour atteindre leur niveau optimal et maximal. Il faut environ 3 minutes. Mais par contre, cette production d'ATP à partir des métabolismes oxydatifs, donc le métabolisme aérobie, a une capacité beaucoup plus importante, beaucoup plus longue, pendant près de 2 heures. Par exemple, c'est vrai dans des courses de longue durée comme le marathon. En fonction de l'épreuve sportive, les fibres musculaires vont être sollicitées de manière différente. En effet, lorsqu'il s'agit d'efforts explosifs, comme là je vous montre par exemple le saut à la perche, ou saut en longueur, ce sont surtout les fibres de type 2B qui vont être sollicitées. Vous savez, ces fibres dont le métabolisme essentiel est un métabolisme anaérobie, et notamment anaérobie alactique. Au contraire, dans les sports de type 400 mètres, ce sont principalement les fibres de type 2A qui vont être interpellées. Ces fibres, elles, qui privilégient un métabolisme de type anaérobie lactique. Et enfin, évidemment, dans les sports d'endurance, c'est surtout les fibres de type 1 de métabolisme aérobie oxydatif qui vont être mises en jeu. Sport essentiellement endurance, sport essentiellement de type effort en résistance, le problème est relativement simple. Mais dans beaucoup de sports, vous avez des phases où l'endurance, la qualité d'endurance est essentielle, mais entrecoupée de moments où il y a des efforts intenses de type résistance. Eh bien, les caractéristiques métaboliques qui vont sous-tendre les capacités fonctionnelles de chacun de ces deux types d'entraînement, entraînement d'endurance, entraînement résistance. Eh bien, ces caractéristiques métaboliques ne sont pas compatibles entre elles. Et en effet, les contraintes d'entraînement qui vont être nécessaires afin de développer les qualités anaérobies de forte vitesse peuvent avoir des effets contraires, défavorables, sur l'amélioration de la capacité aérobie. Eh bien, on comprend que ceci va rendre compliqué la mise en œuvre d'un programme d'entraînement pertinent qui nécessite la connaissance approfondie de l'effort propre à la discipline sportive considérée.